Avant de continuer, je vous montre ici deux illustrations, deux photos en fait, de deux phénomènes que nous avons vus récemment. Dans la photo supérieure, vous avez une illustration de l'effet photoélectrique. En fait, tout ceci se passe dans une chambre à brouillard qui permet de visualiser la trajectoire des particules chargées. Ici, en fait, vous avez un faisceau de rayons X de 59 keV qui a été envoyé, malheureusement, ceux qui ont publié cette illustration ont mis une grosse flèche ici, mais donc si la flèche n'était pas là, en fait, on ne verrait strictement rien. En effet, vous avez un photon qui arrive ici dans cette chambre et ne produit sur ce parcours aucune interaction. Donc le photon est invisible. Et ici, subitement, vous voyez la trace d'une particule chargée qui se balade. En fait, il s'agit d'un électron. Il entre en interaction relativement faiblement avec les cortèges électroniques. C'est pour ça que ce photon change, cet électron, pardon, change un petit peu de trajectoire. Et ici, il entre en collision violente avec un autre électron. Donc, les deux électrons maintenant se baladent et se partagent donc l'énergie qu'avait l'électron avant le choc. Et puis, vous voyez ce que j'avais dit dans mon dernier écran. En fin de parcours, quand l'électron a une énergie cinétique très faible, il commence à zigzaguer avant de s'arrêter totalement. Idem pour l'autre électron, il a une belle trajectoire, et puis subitement, ici, il commence à divaguer, et puis finalement, il s'arrête. Dans la photo du bas, vous avez une vue, en fait, ce sont deux vues stéréoscopiques, donc prises par deux caméras à angle droit, et la chambre est plongée dans un champ magnétique, ce qui permettra de visualiser d'éventuelles particules chargées, puisque si ces particules chargées ont une vitesse, elles vont commencer à tourner dans un sens ou dans l'autre sens. Et ici, on a envoyé en fait des photons de 7 millions d'électronvolts, 7 MeV. Dans cette direction-là, dans l'autre vue, c'est dans cette direction-là. Vous voyez de nouveau ici qu'il ne se passe rien. Le photon est invisible, il n'interagit pas. Et puis subitement ici, vous voyez apparaître deux particules chargées, une qui tourne vers la gauche, l'autre qui tourne vers la droite. Eh bien, ceci, c'est la création de paires. Donc, nous avons créé une paire électron-positron. Et vous avez le même phénomène ici. Donc, une particule tourne comme ceci, l'autre tourne dans l'autre sens. Donc, magnifique illustration de la création de paires. Bien, il est temps maintenant, en fait, de faire un résumé de toutes les interactions possibles des photons avec la matière. Je vais parler pour la dernière fois, en fait, de ce qui se passe pour des photons de faibles énergies. Donc, prenons des photons qui ont des énergies qui sont limitées à quelques dizaines d'électronvolts, pas plus. Là, la seule interaction possible, c'est la diffusion Rayleigh, qu'on a déjà évoquée pour expliquer la diffusion et la couleur du ciel bleu. Bien, donc ici, en fait, ce qui se passe, c'est que le photon interagit avec l'ensemble de l'atome ou l'ensemble du cortège électronique, ce qui fait que ce photon va être dévié, mais il garde exactement la même énergie qu'il avait au départ. Donc ceci, c'est la diffusion Rayleigh. Mais ceci à l'écart de tout ce qui suit. Nous allons parler maintenant des photons qui ont des énergies, justement, qui dépassent quelques centaines d'électronvolts, voire pour certains phénomènes plus que ça. En fait, il y a trois modes d'interaction possibles. Le premier que nous avons rencontré, c'est l'effet photoélectrique. Je vous rappelle que dans l'effet photoélectrique, nous avons un photon qui va interagir avec un électron, jamais un électron libre, donc il faut en fait que cet électron soit attaché, par exemple ici, à un noyau. Donc le photon disparaît et il chasse un électron.
La conservation de l'énergie, c'est la fameuse formule d'Einstein, dit que l'énergie de ce photon, c'est quoi? C'est le travail d'extraction, donc l'énergie que vous avez dû donner pour libérer l'électron de son atome, et le reste, c'est du bénéfice, c'est l'énergie cinétique de l'électron. Si on calcule, si on était capable de faire les calculs théoriques, eh bien on trouverait que la probabilité de l'effet photoélectrique est proportionnelle à la 4e puissance du Z de l'atome correspondant. Donc il y a une dépendance très très forte envers l'élément chimique sur lequel se produit l'effet photoélectrique. Et ceci ne peut jamais se faire sur un électron libre. Essayez, envisagez cet effet photoélectrique sur un électron libre, vous verrez en fait qu'il n'y a pas moyen de conserver à la fois l'énergie et la quantité de mouvement. C'est pour ça qu'il faut encore un 3e partenaire ici pour que ceci puisse arriver. Le 2e effet que nous avons vu, c'est l'effet Compton. Donc, dans l'effet Compton, nous avons un photon qui interagit avec un électron, et ça peut même être un électron libre. Après la collision, l'électron sera chassé et il a reçu une énergie cinétique, et vous avez ici la réémission d'un photon, un photon secondaire, qui aura une énergie plus faible que le photon incident, forcément, puisqu'il a donné une partie de son énergie comme énergie cinétique de l'électron. Ici, le calcul théorique montre que la probabilité est strictement proportionnelle au Z du matériau. Ça peut se produire même sur un électron libre, et on recrée un photon. Et ça, comme vous le verrez dans la suite, quand on étudiera les rayons X, c'est vraiment une nuisance. Donc l'effet Compton donne lieu à un photon secondaire. Dernier effet, c'est la création de paires. Dans la création de paires, vous avez un photon qui vient à proximité d'un noyau, donc vous avez besoin en fait ici d'un noyau, et le photon disparaît en créant une paire électron-positron. Donc, quelles sont les conditions? C'est qu'il faut absolument être en présence d'un noyau. La probabilité de la création de paires est proportionnelle à Z au carré. Ceci donne lieu à 2 photons d'annihilation, 2 photons de 511 keV. Ça, ce n'est pas la création de paires proprement dite, mais souvenez-vous de mon dernier écran qui disait que dans la matière, le positron, tôt ou tard, va s'arrêter. En s'arrêtant, il va rencontrer un électron tout près de lui. Les deux vont former ensemble un positronium, et c'est lors de l'annihilation de ce positronium que vous allez créer 2 photons de 511 keV. Et ceci, bien sûr, comme il faut créer la paire électron-positron, n'est possible que si l'énergie du photon est strictement supérieure à 1,022 MeV. Bien, nous avons vu ici quelle était la dépendance de ces 3 effets en fonction, par exemple, du Z du matériau. Mais nous n'avons encore rien dit sur la dépendance de ces effets en fonction de l'énergie incidente du photon. C'est ce que nous allons voir maintenant. Avant de rentrer dans les détails de ceci, juste un petit point, pour faire la distinction entre l'interaction d'une particule chargée avec la matière
et l'interaction d'une particule neutre, telle que le photon ou par exemple le neutron avec la matière. Quand il s'agit d'une particule chargée, imaginez vous envoyez un faisceau d'électrons sur un bloc de matière. Eh bien là, quand l'électron arrive dans la matière, il va rencontrer tout le temps des électrons à proximité. Et peu à peu, en fait, l'électron incident va céder son énergie cinétique aux électrons qu'il rencontre. Donc, il va freiner de manière continue. C'est une interaction continue jusqu'à l'arrêt de l'électron. En revanche, quand il s'agit d'une particule neutre, telle que le photon, eh bien, en fait, tout se fait de manière probabiliste. Donc, il est possible que le photon interagisse par l'effet photoélectrique. Ou bien, il peut interagir par effet Compton. Ou bien, si son énergie est suffisante, il pourra interagir en formant la création de paires. Ou bien, il peut très bien traverser tout le bloc de matière sans jamais interagir. Et vous le retrouvez tel quel à la sortie. Bien, venons-en maintenant à ce graphique. Vous voyez qu'ici, on a mis en abscisse l'énergie du photon. Faites attention que c'est une échelle logarithmique, donc l'excursion ici est énorme. Nous partons de 10 keV et nous allons jusqu'à 100 MeV. En ordonnée, vous voyez en fait ces unités étranges, dont je reparlerai dans la suite. Retenez pour l'instant que ceci est strictement proportionnel à la probabilité d'interaction. Donc, qu'est-ce que l'on constate? Vous voyez qu'à basse énergie, en bleu ici, vous avez la probabilité que le photon interagisse par effet photoélectrique. Vous voyez que la tendance générale, c'est une chute de cette probabilité quand l'énergie du photon augmente. Vous allez dire, tiens, il se passe des choses bizarres. Regardez ici, vous avez cette chute, et puis brutalement, en fait, de nouveau, la probabilité augmente. Pourquoi? Parce que tant que vous étiez ici, en fait, je ne l'ai pas dit, excusez-moi, ceci c'est la probabilité d'interaction d'un photon quand vous l'envoyez sur du plomb. Eh bien, ici, en fait, dans cette gamme en énergie, le photon arrache des électrons des couches n égale à 2, n égale à 3, 4, 5 du plomb. Mais on est incapable d'arracher un électron de la couche n égale à 1. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'énergie pour le faire. Tandis que dès que vous franchissez ici ce seuil en énergie, aux alentours de 90 keV, eh bien là, en fait, vous avez suffisamment d'énergie pour arracher un électron de la couche K. La couche n est égale à 1. Donc vous aviez déjà la probabilité d'arracher un électron de la couche L, M et ainsi de suite. Et maintenant, à cette probabilité, vous ajoutez la probabilité d'arracher un électron de la couche N est égal à 1. Mais à partir de là, bien sûr, vous avez de nouveau cette décroissance monotone jusqu'au moment où l'effet photoélectrique va disparaître. Le deuxième effet, c'est l'effet Compton. Vous voyez que l'effet Compton, lui, n'a pas d'accident, il n'a pas de cassure, mais c'est de nouveau un effet qui lentement diminue jusqu'à disparaître à des très hautes énergies. Et en revanche, vous avez ici la troisième contribution, celle de la création de paires, qui est de toute façon impossible en dessous de 1 MeV, mais je vous avais dit qu'en fait, elle se manifestait vraiment qu'à partir de 2 ou 3 MeV, vous voyez ici justement cette augmentation à 2 ou 3 MeV, et c'est le seul phénomène qui restera valable pour des photons de très haute énergie. Et comme ce sont des probabilités de phénomènes qui sont exclusifs, vous savez à ce moment-là que les probabilités s'ajoutent. C'est pour cela que ici vous avez la somme de l'effet photoélectrique et de l'effet Compton. Vous voyez, entre autres, que dans une gamme d'énergie qui est typiquement de 500 keV à quelques MeV, c'est l'effet Compton qui domine. Et ça, c'est bien malheureux parce que ce sera une nuisance que nous verrons quand on étudiera la radiographie par rayon X. Je vous donne tout de suite un petit calcul de tout ceci, mais je ne le fais pas pour le plomb, j'ai pris un autre élément, j'ai pris l'aluminium.
imaginez une certaine épaisseur X d'aluminium et j'envoie un certain nombre N0 de photons sur cette couche d'aluminium. Et la question que je pose, c'est quelle doit être l'épaisseur X pour qu'à la sortie, je retrouve encore la moitié des photons incidents, donc la moitié des photons n'ont pas interagi du tout en traversant cette épaisseur d'aluminium. Eh bien, si vous faites le calcul pour des photons de 1 MEF, vous voyez en fait que X vaut 4,28 cm. Donc vous voyez qu'il faut une épaisseur assez grande finalement pour qu'il reste encore la moitié des photons à la sortie. En revanche, si vous faites le calcul à 10 kef, et souvenez-vous en fait de ce graphique, on s'attend évidemment à ce que l'effet photoélectrique soit nettement plus important. Et effectivement, on voit à ce moment-là que X n'est plus égal qu'à 0,13 mm. Et encore, j'ai fait ce calcul avec l'aluminium. Souvenez-vous que dans n'importe quel matériau, l'effet Compton varie en Z, l'effet photoélectrique varie en Z à la 4e puissance. Ça veut dire en fait que si j'avais posé le même problème dans le cas du plomb, la différence ici sera encore beaucoup plus spectaculaire. Bien, nous allons étudier maintenant quelle est justement l'évolution de la population de photons au fur et à mesure que l'on rentre dans le matériau. Donc, je vais prendre un bloc de matière. J'envoie ici tous des photons identiques qui ont une énergie H nu et au départ, j'en envoie un nombre égal à N0. Et je vais regarder l'évolution en fonction de la profondeur. Donc je vais appeler cette coordonnée X et je place le 0 au début du matériau. Bien, je me place en un X quelconque et en X, j'ai un nombre de photons qui n'ont pas interagi qui est égal à N de X. Donc, N de X, c'est le nombre de photons qui n'ont pas interagi en X. Et bien sûr, N de 0, c'est le nombre N0 que je me suis fixé ici. Je vais prendre maintenant une tranche infinitésimale. Bien, pour que mon dessin soit clair, bien sûr, ce sera loin d'être infinitésimal sur mon dessin. Mais donc, ici, je suis en x plus dx. Donc, souvenez-vous, dx est infiniment petit. Ici, bien sûr, je me retrouve avec une population qui est n de x plus dx, que je vais encore écrire sous la forme n de x plus un changement. Et ce changement, je l'appelle dn. Je cherche maintenant justement quelle est l'expression de dn. Que puis-je dire de dn? La toute première chose qui est évidente, c'est que dn est un nombre négatif. Il est clair que le nombre de photons qui n'ont pas encore interagi en fonction de x ne peut faire que décroître. Donc, j'ai de toute façon besoin d'un signe moins. Autre chose qui est assez évident, c'est que, imaginez le nombre de photons qui ont interagi dans une tranche dx qui serait par exemple de 1 nanomètre. Il est clair que si je regardais pour une tranche de 2 nanomètres plutôt qu'une tranche de 1 nanomètre, j'aurais 2 fois plus d'interactions. Donc visiblement,
le nombre dn doit être proportionnel à dx. Maintenant, pour un dx fixé, il est clair que le nombre de photons, le changement du nombre de photons, sera proportionnel au nombre de photons que j'ai encore à cet endroit-là. Donc ici, je dois avoir n de x. En effet, imaginez qu'en x, j'ai encore 1 million de photons et que dans la tranche, je vais en perdre 10. Si bien sûr, au départ, j'avais 2 millions de photons, eh bien, vous allez en perdre 20. Donc c'est normal que ça dépende de la population elle-même. Mais si je fais maintenant cette expérience avec un barreau ici qui serait en plomb, ou en aluminium, ou en chocolat, eh bien, à chaque fois, j'obtiendrai un nombre dn différent. Donc, j'ai manifestement besoin ici d'un coefficient qui dépend d'une part du matériau que j'utilise, et puis souvenez-vous de l'écran précédent, ce coefficient va dépendre aussi de l'énergie des photons. Donc, a priori, mu dépend du matériau et dépend de l'énergie des photons incidents. Mu, en fait, c'est ce qu'on appelle le coefficient d'absorption ou d'atténuation. Excusez-moi, j'aurais dû mettre ici coefficient linéaire d'atténuation ou d'absorption. En effet, regardez ici l'expression, vous voyez que j'ai ici un nombre pur, dx est une longueur, donc mu, en fait, c'est quoi? C'est une longueur moins 1. Donc, j'ai ici une longueur moins 1. Donc, ça s'exprime par mètre, par centimètre, par millimètre, tout ce que vous voulez. En fait, si on étudiait convenablement ce qui se cache dans mu, quel est le sens exact de mu? Eh bien, mu, c'est la probabilité d'interaction par unité de longueur. Bien, j'ai maintenant mon équation différentielle que je dois résoudre. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est mettre d'un même côté ce qui concerne n et je laisse le reste de l'autre côté. Donc cette équation va devenir dn sur n est égal à moins mu dx. Et maintenant, j'intègre cette équation depuis 0, et quand x est égal à 0, je sais que le nombre n correspondant est égal à n0. Tandis que quand je serai en x, eh bien là, j'ai justement ce que je cherche, c'est-à-dire n de x. Donc, en résolvant cette intégrale, ici, vous aurez le logarithme de n à prendre entre n0 et n de x, et de l'autre côté, vous aurez moins u fois x à prendre entre 0 et x. Si vous faites ça, vous allez obtenir n de x est égal à n0 e moins mu x. Donc voilà notre équation qui donne la population résiduelle de photons, donc les photons qui n'ont pas interagi après une épaisseur x. Maintenant, en fait, je vais transformer cette loi parce qu'il existe deux alternatives. Je peux encore écrire ça sous la forme n0 e moins x divisé par x0. x0, bien sûr, en comparant les deux écritures, c'est égal à 1 sur mu, ça les dimensions d'une longueur, c'est ce qu'on appelle la longueur d'atténuation ou encore la longueur d'absorption.
il existe encore une autre formulation. Je peux écrire n de x est égal à n0 e moins mu sur ρ multiplié par ρ fois x, où ρ est la masse volumique du matériau considéré. Vous allez trouver cette écriture très très bizarre, mais vous en verrez tout l'intérêt dans la suite. Ici, en fait, mu sur ρ, c'est ce qu'on appelle le coefficient massique d'absorption. Si vous, si vous regardez bien en fait les dimensions de mu et de ρ dans le système international, ça devrait être exprimé en mètres carrés par kilo. Oui, je dis bien mètres carrés par kilo, excusez-moi, hein, mais en fait, en général, on l'exprime en centimètres carrés par gramme. Bien, avant d'aller jusque-là et de voir en détail pourquoi on préfère cette écriture, je vais prendre la première et la deuxième écriture. Je vais prendre l'exponentielle, voilà. Donc ici, je note l'épaisseur x. Et en ordonnée, imaginez, donc ici, plutôt que de 1, je vais mettre ici le nombre n0. Je vous rappelle la belle propriété de l'exponentielle, qui dit que si vous prenez la sous-tangente à l'exponentielle au point de départ, ici, en fait, vous allez vous retrouver avec la valeur égale à x0. Donc, je prends de nouveau n de x est égal à n0 e moins x sur x0. Donc, voilà, en fait, comment vous trouvez. Donc, ici, j'ai une fois x0. Et cette propriété, cette belle propriété de l'exponentielle continue. C'est-à-dire que si en ce point-là, je reprends de nouveau la sous-tangente à l'exponentielle, eh bien, je vais arriver ici à 2 fois x0. Quelle est la valeur de l'exponentielle à cet endroit-là? Vous allez trouver n0 sur e, c'est-à-dire en fait 0,37 fois n0. Donc il vous reste 37% des photons incidents après avoir parcouru une épaisseur égale à x0. De la même manière, en 2x0, vous aurez n0 multiplié par 0,37 au carré. En 3x0, ce sera n0 multiplié par 0,37 au cube. En fait, certains n'aiment pas de travailler avec cette exponentielle. Et donc, ils préfèrent une autre formulation. Ils préfèrent parler de couche de demi-atténuation. Donc, l'on va noter en abrégé CDA, et qui est telle qu'à l'issue de cette épaisseur, il vous reste une population égale à N0 sur 2. Donc, regardons tout de suite ce que vaut cette couche. Je me mets à la moitié, c'est-à-dire ici. Donc, il me reste la moitié de la population initiale. Eh bien, vous avez tout de suite ici la valeur de CDA. Moi, je suis ici. Maintenant, comment trouver l'expression de CDA en fonction de x0? Eh bien, prenons la définition. Je prends n de CDA, qui par définition doit être égal à n0 sur 2. Or, ceci, si j'injecte ça dans l'exponentielle, ça devient n0 e moins
CDA divisé par x0. Donc vous voyez ici que je pourrais simplifier par n0 et je prends maintenant le logarithme népérien de ceci. Donc je vais avoir moins logarithme de 2 est égal à moins CDA divisé par x0. En d'autres termes, CDA est égal à x0 multiplié par logarithme de 2, ce qui est égal à 0,693 multiplié par x0. J'en viens maintenant à l'écriture, la troisième écriture qui vous paraissait étrange. Et pour ça, en fait, je reviens à l'exponentielle, e moins mu x. Et imaginez que l'on me pose la question en me demandant, tiens, que faut-il comme épaisseur pour, par exemple, supprimer la moitié des photons si je travaille avec du carbone? Eh bien, la question n'a aucun sens. Je ne peux pas vous répondre. Pourquoi? Parce que regardez bien les masses volumiques du carbone. Si je prends du carbone graphite, prenez un catalogue de fournisseurs de carbone, de graphite, vous allez voir que les graphites qu'on vous propose ont des masses volumiques qui vont de 1,2 à 1,8 grammes par centimètre cube. Tout dépend de ce que vous voulez faire avec ce graphite. Certains veulent avoir un graphite très dense, au contraire, d'autres préfèrent avoir, pour leur utilisation, un graphite très poreux. Donc, il est clair qu'avec une telle variation de masse volumique, ça veut dire que le nombre d'atomes de carbone que les photons vont rencontrer sera complètement différent. Si je prends du diamant, c'est toujours du carbone. Là, vous aurez en fait une masse volumique qui sera égale à 3,52. Mais c'est toujours du carbone. Donc vous voyez que si je m'exprime ainsi, je ne peux absolument pas répondre à votre question. En revanche, je n'aurai plus le même problème si je parle du produit ρ fois x, que l'on continuera à appeler, dans le jargon de métier, l'épaisseur. Il est clair que ce n'est pas une épaisseur dans le sens habituel. Une épaisseur, bien sûr, c'est une longueur, donc ça s'exprime en centimètres, en millimètres, tandis que ρ fois x ici s'exprimera dans d'autres unités. Bien, comment en pratique maintenant allons-nous faire quand on veut travailler en unité ρ fois x? Eh bien, imaginez un bloc de matière. Moi, je vais prendre ici une certaine surface. J'ai une surface S et j'ai une épaisseur X. Quelle est la masse de ce volume? C'est évidemment ρ fois V, ou encore ρ fois S fois X. Si maintenant je fais passer S de l'autre côté, je vais avoir M sur S est égal à ρ fois X. En pratique, comment vais-je faire? Imaginez, on me donne une feuille très très fine et on me demande quelle est la valeur de l'épaisseur ρx de cette feuille. Eh bien, ce que je vais faire d'abord, c'est mesurer sa surface. Imaginez que cette feuille ait une surface correspondant ici à un carré de 10 sur 10. Donc, il est clair que la surface est égale à 100 cm². Deuxième opération, je prends cette feuille, je la mets sur une balance de précision. Et la balance me dit que la masse est égale à 1 gramme. Donc, que vaut ρ fois x, qui est égal à m sur s? Ce sera 1 gramme divisé par 100 cm². Ceci me donne 10 mg par centimètre carré. Et ceci me suffit. Si je sais ça, eh bien, je sais exactement combien d'atomes
mon faisceau de photons va trouver sur son chemin. Parce que vous avez le choix. Si vous travaillez avec une masse volumique importante, vous pourrez vous contenter d'une épaisseur physique X qui sera petite. Ou inversement, si la masse volumique est très faible, eh bien vous allez compenser simplement en prenant un X qui sera plus élevé. Mais en tout cas, ceci est tout à fait univoque. En parlant de ρ fois X, vous dites exactement combien d'atomes le photon va rencontrer sur son parcours. Et avec ça, il y a moyen de calculer, le théoricien peut calculer, entre autres, la valeur de mu sur ρ, donc le coefficient d'absorption massique. Donc tout le monde est content, les expérimentateurs et les théoriciens. Pour vous montrer d'ailleurs que parfois on est bien obligé de travailler de cette manière-là. Imaginez, on vous donne une feuille de polypropylène, donc c'est le CH2, c'est le plastique qu'on utilise par exemple pour emballer la viande dans les supermarchés. Ce sont des feuilles qui sont très très fines et qui sont relativement fragiles. Il y a moyen de les étirer très très facilement. On vous donne une feuille comme ceci et vous mesurez par cette méthode, vous mesurez son épaisseur. Vous voyez en fait que son épaisseur est de 110 microgrammes par centimètre carré. Imaginez en plus qu'on vous donne, ce n'est pas nécessaire, mais on vous donne la masse volumique et je vous dis que la masse volumique est de 1,1 g par centimètre cube. Vous en déduirez à ce moment-là que son épaisseur, au sens habituel du terme, est de 1 micron. Comment voulez-vous, avec un instrument de mesure, mesurer une épaisseur égale à 1 micron? Surtout si vous voulez de la précision. Imaginez que vous vouliez avoir une précision de 5%, c'est complètement impossible. Alors que par cette méthode, il n'y a aucun problème. Vous pourrez très facilement obtenir cette valeur de 110 microgrammes par centimètre carré avec une précision de quelques pourcents. Donc voilà l'intérêt de cette méthode. Maintenant, terminons ceci par un petit exercice. Je m'intéresse à des photons de 511 keV. Donc ça pourrait être, par exemple, les photons d'annihilation du positronium que j'envoie sur du plomb. Et si je vais voir les tables, je trouve que le coefficient d'absorption massique du plomb pour des photons de 511 keV est égal à 0,1754 cm² par gramme. Je donne en plus, même si ce n'est pas nécessaire pour cet exercice, je vous donne malgré tout la masse volumique et on me donne une masse volumique de 11,35 grammes par centimètre cube. Et la question qui est posée, c'est quelle doit être l'épaisseur ρx de telle manière que j'atténue le faisceau d'un facteur 50. Donc, à la sortie, après avoir traversé cette épaisseur de plomb, je veux qu'il n'y ait plus que 2% des photons de 511 keV qui n'auront pas interagi. Eh bien, je prends la loi, n de x est égal à n0 e moins mu sur ρ multiplié par ρ fois x. Je vais faire passer n0 de l'autre côté, donc n de x est égal, divisé par n0, et ceci, justement, on m'impose que ce soit égal à 1 sur 50. Et c'est égal à e moins mu sur ρ multiplié par ρ fois x. Je prends maintenant le logarithme népérien de ceci, je vais avoir moins logarithme de 50 est égal à moins mu sur ρ multiplié par ρ fois x, et de là je déduis que ρ fois x est égal à logarithme de 50 divisé par
mu sur ρ, c'est-à-dire par 0,1754 cm² par gramme, vous allez obtenir 22,3 grammes par cm². Et voilà, ça me suffit. Sachant ça, je sais quel bloc, quelle épaisseur de plomb je dois utiliser. Si malgré tout vous voulez avoir cette donnée en épaisseur au sens standard du terme, et si vous êtes sûr effectivement que ρ est égal à 11,35 grammes par centimètre cube, alors évidemment vous pouvez en déduire tout de suite que x sera égal à 1,96 cm. Donc il vous faut 2 cm de plomb pour être sûr qu'à la sortie, il ne reste plus que 2% des photons incidents. Bien, avec tout ceci, en fait, nous sommes armés pour attaquer le sujet suivant qui sera les rayons X.